Incroyable! Regardez Nelson Piquet qui présente des excuses à Hamilton et plaide l'erreur de traduction. Ah, l'erreur de traduction, évidemment. Je voudrais tirer au clair les histoires qui circulent dans les médias au sujet d'un commentaire que j'ai fait lors d'une interview l'année dernière. Ce que j'ai dit était mal pensé, et je m'en défends pas, mais je tiens à préciser que le terme utilisé est un terme qui a été largement et historiquement utilisé familièrement dans la langue portugaise au Brésil, comme synonyme de gars ou de personne qui n'a jamais été destiné à offenser. Je n'utiliserai jamais le mot dont m'ont accusé certaines traductions. Je condamne fermement toute insinuation selon laquelle j'aurais utilisé ce mot dans le but de rabaisser un pilote en raison de sa couleur de peau. Je présente sincèrement mes excuses auprès de tous ceux qui ont été affectés, dont Lewis, qui est un pilote incroyable. La traduction qui circule actuellement sur les réseaux sociaux n'est pas correcte. La discrimination n'a pas sa place en F1 ni dans la société, et je suis heureux de clarifier ma pensée à cet égard. L'usage du terme Neguinho au Brésil fait l'objet de plusieurs contradictions. Il apparaît principalement comme un mot à l'usage autrefois commun, ce que rappelle Piquet dans son droit de réponse. D'après les infos de Motorsport, auprès de ressortissants brésiliens, ce terme à connotation raciste est toutefois considéré comme totalement péjoratif aujourd'hui. Ouais, alors, il s'excuse, mais bon, il plaide aussi fortement pour l'erreur de traduction, hein, je voudrais pas dire, mais bon. Donc en gros, il s'excuse pour, on va dire, les gens qui ont été affectés par ça, dont Lewis. Mais d'un autre côté, vous aviez qu'à pas mal traduire mon terme, et il n'y aurait pas eu tout ça. C'est un peu en demi-teinte, je dirais. Hein. C'est pas très sincère tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ces excuses à Nelson Piquet? On attendait sa réaction, bah la voilà. Ciao. Alors, il y a une interview d'Horner qui est sortie hier, et il y a eu 2 articles sur ça. Donc je vais vous faire les 2 articles en même temps dans une même vidéo. Comme ça, au moins, on va voir ce qui est dit. Alors pourquoi... Qui l'a interrogé encore sur Abu Dhabi? C'est infernal, là. On peut pas passer à autre chose. Horner est revenu sur Abu Dhabi 2021 où il a bien cru que tout était perdu pour Verstappen. Bah oui, ça aurait été logique que tout soit perdu pour Verstappen, mais c'était avant que le directeur de course de la FIA à l'époque, Michael Masi, ne prenne une décision très controversée durant la perte de voitures de sécurité. S'adressant à la Cambridge Union, le directeur de Red Bull a ainsi évoqué un moment assez stressant. Durant la majeure partie de la course, je pensais que Mercedes avait l'avantage, même si nous partions en pôle. Lewis prenait de l'avance, il avait la course sous contrôle et stratégiquement il décidait de ne pas se protéger de nous. Je me disais depuis des jours que si nous perdions les 2 championnats, alors que nous avions tenu toute l'année, que nous étions si proches, comment récupérer Max? Que vais-je dire à l'équipe? Comment leur remonter le moral après un tel week-end? Au moment du crash de Nicolas Latifi, qui a entraîné bien malgré lui l'intervention de la voiture de sécurité, Horner croyait alors à un miracle. Oh la blague. Je discutais à ce moment-là avec les commentateurs de Sky F1, ce qui est toujours une expérience intéressante. Ouais, là, il insinue qu'ils ont un parti pris pour Hamilton, ce qui est pas faux pour le coup. Ils me demandaient comment ça se présentait et je leur répondais « Je pense que nous avons besoin d'une intervention des dieux de la course pour inverser la tendance. » Et c'est alors qu'est arrivé Nicolas Latifi. Incroyable. Le dieu de la course, quoi. Nicolas Latifi. Puis soudainement, tout a changé, grâce aussi au fait que nous avions utilisé Sergio Pérez plus tôt dans la course pour ralentir Lewis et donner une chance à Max. Ça permettrait d'empêcher Hamilton de bénéficier d'un arrêt gratuit et de mettre Mercedes face à un dilemme. Vont-ils s'arrêter ou non? On n'avait rien à perdre. Nous nous sommes donc arrêtés. Et avec un train de pneus neuf, c'était à Max de finir le travail. Ça va, pas trop dur. Pneus neufs contre pneus usés, bon. Et Verstappen faisait en effet ce qu'on attendait de lui en dépassant Hamilton. Il ne l'avait pas dit durant la course, seulement après, lorsque les pilotes roulent derrière la voiture de sécurité, leurs pieds se retrouvent à 15 cm plus haut que leur dos. Parfois, le sang descend dans leurs jambes, s'ils n'utilisent pas, ce qui peut provoquer de terribles crampes. Max avait une grosse crampe dans sa jambe gauche et il nous a dit « Je ne pouvais plus sentir le pied avec lequel je freinais. » Je n'avais pas l'intention de dépasser Lewis à cet endroit-là. J'ai vu l'écart et j'espérais sentir les freins. Évidemment, il s'en est accommodé. D'obtenir ce résultat malgré les probabilités et décrocher le championnat du monde a été un sentiment phénoménal pour toute l'équipe. Après une saison aussi épique, où la lutte a duré de la première à la dernière course, c'était incroyablement satisfaisant. Très bien, alors deuxième news. Horner, Masi a fait une erreur au Grand Prix d'Abu Dhabi 2021. Tiens donc, même lui le reconnaît quoi, c'est incroyable. Il a fait une erreur en ne permettant pas à toutes les voitures doublées de se dédoubler. Je crois que 3 voitures sont restées en queue de peloton et n'ont pas pu se dégager, c'est la seule erreur qu'il a faite. Donc je pense que c'était extrêmement dur pour lui d'être mis à l'écart, en particulier au public, ainsi que les attaques et les abus qu'il a subis en ligne sans vraiment avoir de soutien de fédération autour de lui. Il a pris beaucoup de décisions l'année dernière qui, selon nous, allaient à notre rencontre, qu'il s'agisse des drapeaux jaunes ou lors des qualifs au Qatar ou de l'incident de Silverstone avec Lewis. Mais je me suis senti désolé pour lui, car il aurait dû être plus soutenu après ce championnat. Il était dans une position incroyablement difficile. Horner regrette que le titre soit toujours associé d'une manière ou d'une autre à l'incident d'Abu Dhabi. Évidemment, on a fait beaucoup de cas d'Abu Dhabi. C'était dommage que la réalisation de Max au cours de l'année dernière ait été diluée par ce qui s'est passé à Abu Dhabi.
Le Britannique comprend que Mercedes ait fait appel de la victoire de Verstappen, mais pense que ça a contribué à jeter un chape de plomb sur la légitimité de son titre. Selon lui, une victoire de Lewis Hamilton n'aurait possiblement pas reçu le même accueil. Je pense que si tout n'était pas passé par la procédure d'appel et évidemment le bruit qui a été fait après l'événement, ça aurait été beaucoup moins un problème si ça s'était passé dans l'autre sens. Parfois, je me demande comment cela aurait été diffusé si Hamilton avait gagné dans le dernier tour. Aurait-il été un héros plutôt que le méchant ? Bah honnêtement, je pense qu'il aurait été le méchant aussi, hein, du coup. Enfin, bon, ça on le saura jamais. Horner réitère son rappel de la légitimité du sac de son pilote qu'il salue pour sa saison 2021 et pour le travail qu'il a réalisé. La réalité, c'est qu'un championnat se gagne sur une saison, pas sur une seule course. Et je pense que la façon dont Max a piloté l'année dernière, avec parfois pas la meilleure voiture, fait qu'il méritait ce championnat à 100%. Si on regarde certaines performances qu'il a effectuées, et je pense que ces choses-là arrivent parfois, il y a des décisions délicates dans le sport. Mais j'ai été très déçu de la façon dont la FIA a traité Michael, parce qu'il était en contrôle de la course et faisait de son mieux avec la pression qu'il avait. Le mantra était toujours très clair qu'il allait toujours être sous pression pour redémarrer la course. Personne ne voulait voir un championnat du monde gagner sous une voiture de sécurité. Bah, vu le déroulement de la course, ça aurait pas été choquant. Honnêtement, il y avait déjà 10 secondes d'avance pour Hamilton. Bon, la course était pliée, hein. Donc autant la plier sous safety car. Mais bon, voilà, maintenant il faudrait qu'il s'arrête de nous parler d'Abu Dhabi, qui se concentre un peu sur la saison 2022. Hein. Mais bon, évidemment, les médias en font beaucoup sur ça et ils réinterrogent régulièrement les protagonistes sur ce Grand Prix. Bon, je sais pas si la prochaine news, s'il y a une prochaine news, si je la partagerai honnêtement. Je crois qu'on a fait un peu le tour quand même. À voir. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Russell veut absolument la victoire en cas de podium à Silverstone, ce circuit a énormément compté dans sa carrière. Bah écoute, Georges, si tu es 3ème déjà, ça sera pas mal. Hein. Si tu es 3ème, ça voudra dire que la Mercedes, elle est revenue en niveau perf, ou alors il y avait un problème avec une des deux Red Bull et une des deux Ferrari. Bon, voyons ce qu'il a dit. Ça aurait beaucoup de valeur, mais pour mon premier podium à Silverstone, je vais être sur la plus haute marche. C'est ce que je recherche actuellement. A déclaré Russell, même si cet objectif sera difficile à remplir ce week-end. Évidemment, je ne ralentirai pas volontairement dans le dernier tour si je suis 2ème ou 3ème pour ne pas être sur le podium. Il manquerait plus que ça encore. Ah, j'imagine le mec, oh je gagne pas, c'est bon, je finis 4ème du coup. Mais Silverstone possède une place très particulière dans mon cœur. J'ai disputé ma première course, que j'ai d'ailleurs gagnée. C'est également là que j'ai effectué mon premier test en F1. Il s'agit de ma course à domicile, donc le soutien il sera important. J'ai hâte d'y être et de donner absolument tout ce que j'ai. Je pense que l'ambiance va être électrique. Je me souviens l'année dernière à Silverstone, c'était la première course de F1 avec un public complet, après 1 an et demi sans les fans. C'était incroyable de recevoir autant de soutien, de voir le retour des fans. Tout pilote aime les grands circuits, courir dans un pays où les fans sont enthousiastes et férus de ce sport et rouler à domicile. Pour ma part, j'ai l'impression d'avoir les 3 en 1, ça va être énorme. Bon ben, on verra ce que ça donne, hein. Il y aura peut-être même pas de podium pour Mercedes à Silverstone au final. Ils en font tout un foin là de notre Silverstone ça va être notre circuit et tout, on va apporter des évos qui vont se voir, etc. Au final ça va faire 4 et 5 ça se trouve. Imaginez. Ce serait terrible. Hein. Nous verrons bien. Qu'est-ce que vous en pensez de cette actu? Ciao. Rosberg, Ferrari doit la jouer en mode rien à perdre, attaque maximum pour tenter de battre Red Bull. Maintenant Ferrari n'a plus rien à perdre et ils doivent la jouer comme ça, qu'ils foncent et voient ensuite ce qui peut être maximisé. Bien sûr ils doivent maîtriser leurs problèmes de fiabilité, mais la pression est un peu relâchée maintenant. Je veux dire, ils étaient d'énormes favoris après les 2 premières courses, mais maintenant, ils sont si loin derrière. Vous n'avez donc rien à perdre à tout tenter, à foncer. Charles Leclerc va pouvoir attaquer sans crainte, d'après Mattia Binotto. Voyons ce qu'ils peuvent faire. On a demandé également à Rosberg quelle voiture elle préférait conduire entre la Red Bull et la Ferrari. Certainement la Red Bull. Ce n'est pas vraiment une question facile, car la Ferrari a l'air plus performante sur un tour, et même en course. Mais je dis Red Bull parce que récemment, c'est la Ferrari et non la Red Bull qui tombe en panne. Donc à choisir, je préfère voir le drapeau damier pour récompenser mes efforts. Très bien. Eh ben écoutez... Effectivement, je suis d'accord avec lui. Hein. Ferrari doit tout tenter et être très agressif niveau stratégie et tout. Même en course, Leclerc, il doit y aller sur Verstappen. Hein. Maintenant, ça suffit, les gentlemen sur la piste là. Non, il faut y aller. Hein. Il faut être très agressif, quitte à aller au crash. De toute façon, il faut reprendre les points. Donc, évidemment, le mieux, c'est pas se cracher, c'est sûr. Mais bon, à eux de faire le boulot maintenant, Ferrari. On vous attend au tournant. Allez, ciao. Alors, chez Williams, on va amener des grosses évos apparemment. Mais il y a qu'Albon qui pourra en profiter. Eh ben, normal, en même temps. Vu le talent inexistant de Latifi. Silverstone est une course à domicile pour l'équipe et la moitié pour moi aussi. C'est un circuit spécial avec tous les fans qui viennent montrer leur soutien. C'est aussi à Silverstone que j'ai obtenu ma première licence de karting à l'âge de 8 ans. Donc c'est vraiment là que tout a commencé pour moi. C'est sans doute l'un des circuits les plus agréables pour un pilote et je pense que ça sera très amusant avec ces voitures. Latifi, heureux de se rendre à Silverstone, c'est la course à domicile de l'équipe. Donc ce sera un week-end spécial à cet égard. Silverstone est un circuit incroyable.
Surtout avec l'énorme participation des fans et l'ambiance qu'il crée, c'est toujours l'un de mes circuits préférés. Avec son tarmac très adhérent, sa vitesse élevée, son enchaînement de fluide de virage. Bon, au final, Latifi, on pouvait espérer qu'il soit viré après le Canada. Ça ne sera pas le cas, il fera toute la saison 2022 malheureusement. Bon, qui profite de cette dernière course. En 2023, je pense pas qu'il sera là encore. Dave Robson, l'ingénieur de chez Williams. C'est un temps fort du calendrier F1, tout en étant un moment traditionnel de l'été sportif britannique. Alors, le circuit n'a pratiquement pas changé depuis l'année dernière et présente toujours un énorme défi. Le circuit se caractérise par des virages à grande vitesse. Oui, on connaît, Silverstone, merci. Nous avons mis à jour le package aérodynamique pour ce week-end qui tournera uniquement sur la voiture d'Alex, afin de vérifier son comportement et de confirmer qu'il fonctionne comme prévu. La carrosserie et le fond plat forment la base de la mise à jour que nous apportons. Notre évolution est destinée à augmenter efficacement l'appui aérodynamique de la voiture. On est impatient d'assister à notre course à domicile et de comprendre les nouvelles pièces. Elles sont susceptibles de modifier l'équilibre et le comportement de la voiture, et il est important que nous puissions les utiliser. Ouais, alors il compte sur Albon, suite à son retour technique, qui est, à mon avis, bien meilleur que celui de Latifi aussi, sans parler des perfs purs, parce qu'il a quand même fait pas mal de simulateurs chez Red Bull. Albon, donc niveau réglage, je pense qu'il s'y connaît pas mal. Donc clairement, Albon, c'est lui qui porte l'écurie cette saison. Et on a encore la preuve ici. Je vous laisse commenter, ciao. Et Horner met la pression sur Perez pour garder son contrat. Il devra se montrer digne de priver des jeunes de son baquet en F1. Tu viens de leur signer, calme, Horner, calme. Il va commencer directement à lui mettre la pression, lui. Il est là pour encore 2 ans, les gars. 2 ans et demi, même. Faut finir en 2022, d'abord. Évidemment, en prenant cette option sur Sergio pour les 2 prochaines années, ça verrouille le baquet, à moins qu'il ne livre absolument pas les résultats demandés pour une raison quelconque, en 2023 ou au début de 2024. Donc, pour quelqu'un comme Pierre Gasly, c'est incroyablement frustrant, ou Alex, Albon, reconnaît-il. Horner a confirmé que l'équipe fera tout ce qui est dans son pouvoir pour garder ses pilotes juniors dans le sport. Ce que nous allons faire, c'est d'essayer de les aider à rester en F1, chez AlphaTauri ou proche de la F1, afin que nous ayons toujours la possibilité de considérer leur talent et de voir comment ils émergent. Parce que Sergio ne rajeunit pas, il a 32 ans maintenant, c'est peut-être le dernier contrat qu'il signe. Oh, ok. Ah bah, Sergio qui se voyait rester 4-5 ans encore en F1, bon, ça se trouve ça va être plus court que prévu. Après, bon, tout ce que dit Horner et ce qui va se passer, il y a toujours un monde, mais là, oui, clairement, il est assez agressif dans ses propos. En gros, tu fais pas le boulot dès 2023, tu dégageras, on a une clause dans ton contrat, tu dégages, quoi. Je sais pas ce qu'ils ont signé comme contrat, mais à mon avis, il y a des clauses de perfo pour Perez, c'est sûr. Sinon, il l'aurait pas signé 2 ans. Il y serait allé à l'année encore. Bon, à voir. En tout cas, bon, c'est pourquoi lui mettre la pression comme ça directement, quelques semaines après avoir signé le contrat, c'est quand même assez étonnant. Je vous laisse commenter, ciao. Grosjean, les problèmes de Schumacher sont typiques de Haas. Ouais. Après, bon, Mick Schumacher, il est pas au niveau de Magnussen aussi, et ça, c'est pas de la faute de Haas, je pense. Comme Grosjean le vivait lorsqu'il était dans l'équipe, Haas n'apporte que peu d'évo sur sa monoplace, avec un seul ensemble de mises à jour attendu en Hongrie, avant de basculer sur la prochaine monoplace. Il y a eu quelques courses compliquées récemment, je pense que la voiture ne l'aide pas car elle recule dans la hiérarchie. Je pense que Mick pense à ce que fait Kevin en début de saison, avec des points et la 5ème place. Mais la Haas ne peut plus le faire car elle n'a pas reçu d'évo. C'est typique d'une saison de Haas. Vous commencez bien et vous reculez, je connais trop bien ça. Et vous essayez de répéter des performances solides comme à Bahreïn. Ce que Mick veut faire, vous faites donc des erreurs. Donc il doit prendre son temps, car parfois en F1, aller moins vite signifie que vous aurez de meilleurs résultats. Ouais, mais bon, il prend son temps. Gunther, il le pousse au cul aussi à Mick. Donc il peut pas trop prendre son temps, quoi. Il est plus un rookie, officiellement, Mick. Bon, il a qu'une saison dans les pattes. En 2021, il a fait sa première saison, certes. Mais bon, maintenant, on attend de lui qu'il marque des points, quoi. Et avec le niveau de la voiture actuellement, je suis pas sûr qu'il puisse encore marquer des points cette saison. Je crois que c'est trop tard. Il fallait les prendre en début de saison, les points. Donc on verra bien. À moins d'un incident incroyable sur certaines courses, peut-être qu'avec de la pluie ou quoi, il peut peut-être marquer des points, mais bon, ça s'annonce de plus en plus compliqué, je pense, pour Mick. Vous en pensez quoi, vous? Ciao. Alors, Helmut Marko nous parle de l'Autriche. Il s'attend à un record d'affluence au Grand Prix. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une course sprint aussi avec l'Autriche, là. C'est la semaine après Silverstone, du coup. C'est le week-end d'après, quoi. Le dimanche était complet depuis longtemps. Il reste encore des billets pour samedi et quelques billets pour vendredi. Il pense que cet intérêt sans précédent n'est pas seulement dû au récent regain de popularité de la F1, mais aussi au fait que l'Autriche accueille la deuxième course sprint de la saison, après celle d'Imola. Cette année, nous avons un sprint à Spielberg pour la première fois. Par conséquent, l'événement s'est considérablement amélioré. Selon lui, il faut attendre bien plus de 200 000 fans, et donc le plus grand nombre de spectateurs qu'on ait jamais vu au Red Bull Ring. Ah bah l'effet Red Bull, je pense que ça joue aussi. Les fans de Red Bull veulent voir leur équipe évidemment gagner
Cette course, je pense que Red Bull partira favorite au Grand Prix d'Autriche. Ça paraît assez évident, bien qu'à Silverstone, je pense qu'ils sont pas forcément favoris, je pense que c'est plutôt Ferrari qui sont favoris. Mais bon, faut pas les enterrer trop vite non plus Red Bull. Par contre, mettre une course sprint au Red Bull Ring, je sais pas si c'est une bonne idée, honnêtement, je sais pas s'il y aura beaucoup de dépassements. On verra ça, écoutez, déjà Imola, bon, l'idée était assez moyenne, une course sprint sur ce circuit. Maintenant, ils ont envie de tester plusieurs circuits, hein, je pense, la F1 aussi. Je pense que c'est une année de test pour la course sprint encore cette saison, avec 3 seulement. Ils veulent en accueillir 6, on rappelle, hein, la saison prochaine. Donc, on verra ce que ça donne. Ciao, ciao. Avec une direction plus claire, Mercedes espère capitaliser à Silverstone. Mais il reste une montagne à gravir, selon Toto Wolff. Le Canada était notre 5e podium de la saison. Nous étions heureux de récolter de solides points. Bien que nous puissions être satisfaits des écarts de vitesse que la W13 a montré, il reste encore une montagne à gravir. Beaucoup de travail est nécessaire pour revenir en tête. Mais nous avons une direction plus claire maintenant. Nous nous concentrons sur la recherche de plus en plus de la performance au fil de la saison. Silverstone est le prochain Grand Prix. C'est toujours un point culminant de l'année. Les fans sont tellement passionnés et bien informés. C'est aussi notre événement local avec nos usines de Brackley et Bricksworth à proximité. Les membres de l'équipe seront sur la piste vendredi pour regarder depuis les tribunes et voir les résultats de leur travail acharné en action, ce qui est incroyablement excitant. Nous savons que les deux meilleures équipes, Ferrari et Red Bull, ont un avantage considérable. Notre défi est de combler cet écart. Silverstone a été bon pour nous dans le passé. Nous avons quelques améliorations et c'est une piste plus fluide. Nous visons à faire un autre pas en avant. On espère, Toto, que ce que tu dis est vrai. Allez, je vous laisse commenter. Vous attendez à quoi pour Mercedes sur cette course? Ciao, ciao. Red Bull évolue à un niveau de stress maximum, selon Horner. Même si les résultats montrent que nous avons gagné cette année beaucoup de courses, il y a eu de nombreuses courses où notre équipe a été à un niveau de stress absolu. Pour être juste avec Max, il a été absolument au top. Il nous a permis de concrétiser, même s'il n'est pas encore à 100% partout avec la RB18. Mais si c'est le cas pour de nombreuses équipes. Ça fait partie de l'évolution et du développement de ces nouvelles F1, que l'on ne peut retoucher que de manière sporadique, en plus à cause du budget plafonné. Inévitablement, il faut maximiser toutes les opportunités de gagner des dixièmes, voire des centièmes. Vous en trouvez plus sur les réglages, plus vous faites de kilomètres aussi, plus vous apprenez. Horner vise évidemment une nouvelle victoire pour son équipe à Silverstone, l'un des grands prix à domicile de l'équipe, pour son personnel. Silverstone a été difficile l'an dernier à cause de l'accrochage entre Max et Lewis. Nous y sommes allés avec une belle avance au championnat, c'est aussi le cas cette année, il sera donc important pour nous de maintenir cet élan. Silverstone est l'un des meilleurs circuits du calendrier, il y a encore beaucoup de fans cette année, il y aura un énorme soutien pour les pilotes Mercedes, mais nous allons y aller pour essayer de réparer ce qui s'est passé l'an dernier. Bon, bien sûr, il part évidemment de ça, du coup. Voilà, il va essayer de réparer ça, Christian. Eh ben, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce Grand Prix. Allez, ciao. Gasly évoque le cauchemar des points perdus cette année, à cause des erreurs d'AlphaTauri. Je fais des cauchemars quand je vois le nombre de points que nous avons perdus depuis le début de l'année, dans différents incidents et différentes erreurs qu'on a commises. Je veux juste rentrer le dimanche soir après chaque course en étant heureux du travail accompli et de la performance que nous avons montrée. C'est le plus important, si c'est assez bon pour la 5ème place, nous devons être 5ème. Si c'est assez bon pour la 9ème place, alors nous devons être 9ème. Parfois nous n'avons peut-être pas la perfo, et nous devons nous contenter de la 12ème place, mais au moins nous sentons que nous avons maximisé le package que nous avons. C'est là que la satisfaction vient. Au bout du compte, j'aimerais évidemment me battre pour les victoires. Mais c'est pas tout le temps possible. Enfin, c'est pas du tout possible même, pour moi actuellement. Et nous devons avoir le bon objectif. Ah, même l'année dernière, c'était pas possible du coup. Gasly a d'ailleurs effectué une mise au point avec son équipe à Monaco après une élimination en Q1. 2 semaines plus tard, il a effectué son meilleur résultat à Bakou. Il est évident que la frustration s'accumule un peu, et il était important pour moi de leur montrer que je suis là pour les pousser. Pour les défier, je me mets dans le même bateau que tout le monde, pour les faire avancer en tant qu'équipe et ensemble. C'est pourquoi j'ai eu une bonne discussion avec tout le monde, je pense que ça a été bien apprécié. C'était bien de le confirmer, après ça, avec le meilleur week-end de la saison. J'espère que ça peut être un bon tournant cette saison. Bah oui, en espérant que ça s'arrange pour Gasly, qui effectivement a perdu pas mal de points. Je vous laisse commenter, ciao. Ricardo sera producteur d'une série Disney sur la F1. What? Alors là, c'est un dessin animé ou c'est quoi l'idée là en fait? À l'image d'Hamilton qui va aider à produire un film sur la F1, avec Apple, Daniel Ricciardo va aussi participer à un projet, mais ça sera pour Disney. Le pilote McLaren sera producteur exécutif de la série qui sera diffusée sur la plateforme américaine Hulu. Cette dernière dépend du groupe Disney. C'est Lionsgate donc qui produira le programme. Le projet débute tout juste, et n'a ni titre de travail ni scénariste. On sait seulement que la série adoptera un format d'épisode de 30 minutes. Compte tenu du nombre de projets autour de la F1, ça confirme la popularité grandissante de la discipline. Le fait que Ricciardo participe à cette future série montre aussi que l'Australien est très populaire, y compris aux USA. Là-bas, il participe souvent à des émissions dont The Daily Show de Trevor Noah, où il est passé récemment.
Ok, bon, mais j'ai hâte d'en savoir plus. A priori, bon, si ça passe sur Hulu, je pense pas que ce sera un dessin animé. Ça sera avec des vrais acteurs, je pense. Et j'ai hâte d'en savoir plus, en tout cas, concernant cette petite série sur la F1. Qu'est-ce que vous en pensez, ciao? Alors justement, il attend des actes après les propos de racistes de Piquet. Il estime que des excuses de Nelson Piquet sera un minimum après les propos racistes à l'encontre d'Hamilton. Donc à ce stade-là, on est le 29 juin à 12h39. Nelson Piquet ne s'est pas expliqué et n'a pas présenté d'excuses alors que la polémique provoquée par le triple champion du monde a incité Lewis Hamilton à rappeler que le combat devait se poursuivre face aux discriminations et que le temps est venu d'agir. Mardi, la F1 et la FIA ont fermement réagi et officiellement condamné les propos de Nelson Piquet, bon ça on l'a vu. Donc il a déclaré « J'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait s'habituer à Nelson avec le temps, mais je m'y suis jamais vraiment fait », a confié Damon Hill, champion du monde 96. Ça dépasse les bornes désormais, même en tenant compte de possibles malentendus et de différences entre la langue, entre un terme au Brésil et ici. C'est certainement quelque chose qui exige des excuses. Mais je suis pas sûr de savoir quel genre d'excuses suffirait. C'est très triste, vraiment. Le pauvre Lewis doit constamment supporter ça. Ça a gâché son expérience de pilote de F1, peut-être plus qu'on ne le comprendra jamais. Alors Damon Hill est aussi revenu sur le cas Vips. C'est un cas où il y a des preuves vérifiables selon lesquelles il y a eu quelque chose de dit et de fait. Il y a aussi Yuri Vips. Des mesures rapides ont été prises contre lui. On doit s'assurer que la F1 ne se contente pas de réagir pour être politiquement correct. Ce doit être absolument clair. Pendant longtemps, j'ai souhaité que la F1 défende et rende très claires certaines valeurs. Mais l'argument comme opposé était le fait qu'elle ne pouvait pas être politique. C'était la réponse qu'il donnait, et ce n'était pas une organisation politique, qu'elle ne pouvait pas. Mais il ne s'agit pas de politique, il s'agit de valeurs humaines. Et un sport devrait assurément s'intéresser à ces choses-là. C'est clair. Je suis totalement d'accord avec Damon Hill. Des sanctions doivent être prises, clairement, à l'encontre de Monsieur Piquet. C'est pas la première fois qu'il tient des propos déraisonnables. Vous m'avez cité en commentaire aussi une interview dans laquelle il avait dit... on lui avait demandé, en fait, qu'est-ce qui fait un meilleur pilote? Qu'est-ce qui fait de vous un meilleur pilote que Ayrton Senna? Il a répondu, bah moi je suis toujours en vie. Voilà le genre de mec que c'est, quoi. C'est incroyable. Le manque de respect pour Senna et ses fans aussi, et sa famille. Vous vous rendez compte? En gros, bah il s'est tué, donc je suis meilleur que lui parce que moi je suis encore vivant, quoi. Il avait qu'à pas se tuer, il avait qu'à pas se cracher. C'est ça, en fait. Ouais, c'est chaud. Donc, bon, à mon avis, les excuses, on va les attendre longtemps. Est-ce que la F1 doit porter des sanctions à son encontre, à Piquet, je pense. Je pense qu'un bannissement de l'année 2022 du paddock, au moins, ça serait mérité. Alors, je suis pas sûr qu'il vienne sur beaucoup de courses, mais je pense qu'il va souvent au Brésil ou au Mexique. Et bah là, il pourra plus y aller. Bon, après, je vous me dirais, c'est pas une grande sanction, je pense qu'il s'en fout de pas y aller sur place. Mais bon, que faire d'autre comme sanction, je sais pas, honnêtement. C'est à la F1 de décider, c'est pas à moi après. Voilà, je vous laisse commenter, ciao. Alors, Leclerc et Ocon ont apporté leur soutien à Hamilton sur les réseaux sociaux. Leclerc a déclaré, je vais essayer de vous traduire à la volée, donc je connais Lewis depuis que je suis arrivé en F1. Il a toujours été gentil et respectueux envers moi et ceux qu'il a rencontrés. Ses valeurs devraient être un standard pour tout le monde sur Terre. Les commentaires envers Lewis ne devraient pas être tolérés. Et on doit continuer de pousser pour plus de diversité et d'inclusivité dans le sport. On doit retirer les commentaires discriminants et racistes, et le langage raciste, dans toute forme que ce soit, et pas seulement dans notre sport, mais dans notre société aussi. Et Ocon également a apporté son soutien à Hamilton, bon ça c'est traduit en français du coup. Tout langage raciste ou discriminatoire n'a absolument pas sa place dans notre sport ou notre société. Trop c'est trop. J'ai travaillé et passé du temps avec Lewis pendant ces années, je sais quel genre de personne il est, toujours authentique et respectueux envers ceux qui sont autour de lui. Il a fait tellement pour la F1 sur et en dehors de la piste, et nous sommes fiers qu'il soit à l'avant de notre combat pour plus de diversité et d'inclusion dans le sport auto. Je soutiens Lewis et ses efforts continus pour faire du sport que nous aimons une meilleure place pour tous. Voilà, donc toujours aucun commentaire de la part de Red Bull. Ou d'excuses de Nelson Piquet, senior. Je crois qu'on peut se brosser pour les avoir, ces excuses. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Mercedes aura des évolutions visibles pour tenter de briller à Silverstone. L'équipe ne veut pas passer à côté d'un événement important. Intéressant. Donc elle apportera une évolution plus grosse et plus visible à Silverstone, comme l'explique Andrew Shovlin, responsable de l'ingénierie. Ce dernier rappelle tout de même que les différentes évolutions apportées sur W13 jusqu'ici, qui avaient essentiellement pour but de réduire le problème du marsouinage, n'ont pas toujours fonctionné cette saison. On a un package sur lequel nous avons travaillé la réalité et que nous avons fait évoluer la voiture lors de chaque course ou presque, avec des petites évos lors des dernières, car on procédait à des expérimentations. Mais Silverstone est un événement important pour nous, et on va y amener un package plus gros et plus visible, qui nous permettra, je l'espère, de franchir une étape, ce que nous essayons d'accomplir depuis plusieurs mois. Et vous savez quoi, ça se trouve, ils vont ramener
un package avec des pontons. Ça se trouve... si c'est ça, je suis un génie. Hein. Parce que plus gros et plus visible. C'est bizarre. C'est bizarre quand même. Ça se trouve, ils vont ramener des pontons. J'hallucine si c'est ça. Nous parlons de différences au niveau des ailerons avant et arrière. Il y aura également des changements au niveau du plancher. Mais la majeure partie du développement s'effectuera en dessous de la voiture. Là où personne ne peut voir. Mais cette fois, ça sera visible à l'œil. C'est peut-être pas les pontons alors, mais bon. Je sais pas, on verra. Hein. Ça se trouve, ils vont nous pondre un truc de fou là. On va attendre de voir les premières photos demain, je pense. Malgré des problèmes évidents, il y a quelques semaines à Barcelone, Mercedes a de nouveau beaucoup souffert à Bakou, puis à Monaco, et dans une moindre mesure au Canada. Chauvelin espère donc que ces nouvelles Evo importantes offriront plus de garanties que les précédentes. Nous avons travaillé sans relâche pour tenter de comprendre ces problèmes, et nous avons un peu progressé. Il y a certains éléments dont vous vous méfiez toujours davantage, alors que d'autres fonctionnent généralement comme prévu. Mais nous n'avons pas encore retrouvé notre niveau de confiance, qui nous permettrait de revenir à notre ancienne méthode de fonctionnement, où nous nous contentions de verrouiller les choses et de poursuivre le week-end. Nous vérifierons que tout fonctionne comme prévu. Nous avons beaucoup appris ces derniers mois. On est optimiste quant au fait de pouvoir faire un pas en avant, et le circuit devrait, je l'espère, nous convenir. On a progressé, mais les autres se développent aussi, et c'est pour ça qu'on n'a pas ça n'a pas forcément été visible. Ouais, alors le progrès notable, je dirais quand même que c'était en Espagne. Ils étaient quand même sur un bon rythme en course. Par contre, après, effectivement, ça a été plus dur. Monaco, Bakou, c'était compliqué. Par contre, Canada, il y a eu du mieux à nouveau. Donc, je sais pas trop à quoi m'attendre, honnêtement, au Silverstone. Ils ont l'air de dire que ce sera un circuit qui leur convient. J'espère vraiment qu'ils vont pas nous décevoir chez Mercedes. Allez, je vous laisse commenter. Ciao. Le marsouinage des F1 2022 n'est pas lié au règlement? Ah bon? Non, c'est une blague, là. Rob Smedley qui explique ça, quoi. Nous avons transféré des méthodes d'analyse de données dans le monde du divertissement à la F1. Explique Rob Smedley, consultant technique pour la F1. La F1 est un sport très complexe. L'objectif est donc d'impliquer davantage le public, et notamment les jeunes, qui peuvent utiliser leur smartphone pour rendre plus compréhensibles les stratégies d'aérostand et d'autres éléments des courses. Beaucoup de directeurs d'équipe, ainsi que d'autres observateurs, ne pensaient pas que le retour de l'effet de sol améliorerait le spectacle, mais beaucoup d'entre eux sont revenus sur leurs propos. Ouais, alors encore une fois, le spectacle sur certains circuits s'améliore. Certes, dans les courbes rapides, notamment, ils arrivent à mieux se suivre. Par contre, dans les circuits urbains, je trouve que ça change pas grand-chose en vrai. Hein. Regardez, Bakou l'année dernière était, je dirais, meilleur que Bakou cette année, par exemple. Et pareil, Jeddah, l'année dernière, était plus spectaculaire que Jeddah cette année. Même si c'était pas mal aussi cette année, mais bon. Il y a certains circuits, pour moi, ça change pas, en tout cas. Silverstone, par contre, c'est le genre de circuit où ça peut améliorer le spectacle, je pense. Donc c'est agréable d'entendre les commentaires, mais c'était simplement quelque chose qui arrive toujours quand quelque chose de nouveau est introduit. Et dans ce cas, c'est un énorme changement. Mais toutes les indications nous disent que nous sommes allés dans la bonne direction. Les voitures à effet de sol sont déjà aussi rapides. Alors, aussi rapides, j'irai pas jusque là non plus. Presque aussi rapides. Et d'ici la fin de saison, elles pourraient les dépasser. Ouais, peut-être, à voir. Smedley relativise le problème du marsouinage que certaines équipes peinent à résoudre. Selon lui, le fait que des monoplaces 2022 n'y soient pas sujettes prouve que c'est pas un problème lié au règlement. De plus, il rappelle que les équipes sacrifiaient souvent le bien-être du pilote pour gagner un perfo. Ouais, mais je suis pas trop d'accord, parce que le marsouinage, il n'y en avait pas en 2021, donc c'est forcément lié au nouveau règlement, même si, évidemment, certaines équipes s'en sont accommodées, et ont réussi à le virer. Mais vu que c'était pas là l'année dernière, c'est lié au règlement, qu'il le veuille ou non, hein, de toute façon. Ça, c'est un faux argument qu'il nous dit là. C'est un problème qui se produit un peu sur certaines voitures et beaucoup sur d'autres, ce n'est donc pas lié au règlement, nous devons travailler ensemble pour trouver une solution pour le bien du sport tout en assurant la sécurité. Ce sont les équipes qui ont tendance à privilégier la perfo en sacrifiant le confort du pilote. Ancien ingénieur de Ferrari, britannique salue les progrès de la Scuderia cette saison. Nous savions que quelqu'un pouvait faire un grand pas en avant avec les nouvelles règles, et en tant qu'ancien de Ferrari, je suis heureux que ce soit eux. Maintenant, ils ont la voiture la plus rapide au total sur différents circuits. Les problèmes de fiabilité sont liés au fait d'avoir poussé fort, mais il était nécessaire de prendre des risques pour revenir au sommet. Oui, alors là, revenir au sommet, je veux bien, mais si c'est pour pas finir les courses, du coup, à quoi ça sert en fait? C'est bien de faire des pôles, mais il faudrait peut-être engranger les points chez Ferrari. Donc écoutez, on verra ce que ça donne à Silverstone. Mais bon, je suis pas certain que je sois d'accord avec lui pour ce qu'il dit là. Vous en pensez quoi? Est-ce que le marsouinage est lié au règlement 2021 ou pas? Ciao. Gasly sur son échec chez Red Bull. Des choses doivent rester confidentielles. Ah, il veut pas se livrer trop, hein. On a l'impression que Gasly, il a encore de l'espoir pour lui d'aller chez Red Bull un jour, et c'est pour ça qu'il veut pas non plus trop tirer dessus. Revenons pour le Motorsport Podcast sur cet épisode, ce moment marquant, selon lui, le pilote AlphaTauri a notamment répondu à une question pressante. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez Red Bull? Qu'aurait-il pu faire de mieux? On apprend toujours beaucoup plus des échecs et des difficultés
que de toute autre chose ou même des succès, car il faut toujours se demander ce qui n'a pas marché, ce qui aurait pu être mieux. Comment auriez-vous pu faire les choses mieux? Comment auriez-vous pu mieux gérer les choses? Il y avait des choses que je pouvais contrôler chez Red Bull et d'autres qui étaient hors de mon contrôle. Et vous savez, étant comme je suis un maniaque du contrôle. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de transparence, j'ai besoin d'être conscient de ce qui se passe. Ah ben, si, il est né le même jour que moi, je suis pareil, donc voilà. On n'est pas né la même année, mais le 7 février comme moi en plus. C'est incroyable. Donc c'est un verso, voilà, on est comme ça. Nous savons que tous les pilotes sont différents et que nous avons besoin de certains environnements et de certaines conditions de travail pour donner le meilleur de nous-mêmes. Gasly est-il en mesure aujourd'hui de dévoiler les détails en coulisses de ce qui a cloché? Je ne veux pas revenir en détail sur ce qui s'est passé, parce que je l'ai toujours dit. Certaines choses doivent rester totalement confidentielles. Nous avons beaucoup parlé avec Helmut et Christian et Red Bull et je pense que nous savons tous clairement ce qui s'est passé. Que nous l'acceptions ou non, ça c'est une autre question. Mais je pense que c'est assez clair et que nous sommes tous les deux d'accord avec ça. Est-ce que je pense que j'ai été bien meilleur que ça? Oui, bien sûr. Mais maintenant, il n'y a pas vraiment de raison d'en parler. Honnêtement, pour moi, c'était il y a si longtemps. Depuis, j'ai gagné à Monza, j'ai terminé le Brésil sur le podium avec Toro Rosso. L'année dernière, le podium avec AlphaTauri. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses positives qui sont sorties de cette situation. Y a-t-il au moins du positif à retirer de l'année 2019? Ça m'a donné de la motivation, le travail que j'ai fourni depuis cette époque, j'étais incroyable. Je suis également très heureux de ce que j'ai réussi à accomplir après ça, car beaucoup de gens pensaient que j'étais fini. Ce n'est pas comme ça que ça marche avec moi. Je me suis toujours battu pour tout ce que je voulais dans ma vie, et quand on essaie de me mettre des obstacles devant moi, je ne suis pas du genre à faire marche arrière et accepter les choses telles qu'elles sont. Je suis quelqu'un qui se bat pour tout ce que je veux. Je suis objectif, personne n'est parfait. Il faut toujours se regarder dans le miroir, avec un regard objectif, et comprendre comment on peut s'améliorer. Et c'est ce que je fais chaque jour, c'est ma motivation. Le Pierre que je suis aujourd'hui est meilleur que le Pierre d'il y a 3 ans. Mais il est pire que le Pierre que je serai dans 3 ans. Bah oui, et d'année en année, il gagne en expérience de toute façon, et puis il apprend de ses erreurs, etc. Je sais que mon heure viendra et que j'aurai ma chance. Et une fois que j'aurai cette chance, je sais à 100% que je ferai en sorte que ça marche. C'est tout ce qui compte, je continue à travailler, et j'ai hâte que ce moment arrive. Ah, il a l'air bien sûr de lui, hein. Quand il dit qu'il est sûr d'avoir sa chance, en gros, c'est qu'il est sûr de jouer le titre à un moment dans sa carrière. Honnêtement, j'en suis pas sûr qu'il y ait un jour qui pourra jouer le titre. Pierre Gasly, même s'il est très bon, est-ce qu'il aura l'opportunité, est-ce qu'on lui donnera l'opportunité de jouer le titre un jour? Que ce soit chez Red Bull, ou chez Mercedes, pour remplacer Hamilton, peut-être un jour aussi. J'en sais rien, honnêtement, il peut se passer tellement de choses d'ici là que c'est dur de prédire quoi que ce soit. Bon, en tout cas, j'espère quand même qu'un jour, quand il sera plus en F1, quand il aura 45, 50 ans, qu'il nous dira ce qui s'est réellement passé à cette époque chez Red Bull, parce que là, c'est quand même assez flou. On sent qu'il a envie de le dire, mais qu'il n'a pas vraiment le droit, en fait. Et que les choses doivent rester confidentielles, comme il dit. C'est un peu dommage. Bon, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Ciao, ciao. Alors, le Grand Prix de Grande-Bretagne, qu'est-ce que ça donne au niveau du programme télé? Et on va voir la météo après. Vendredi, EL1, 14h-15h. EL2, 17-18h, quand même plus décalé. Le samedi, également sur quand même plus décalé, 13h-14h, les essais 3. Et les qualifs de 16h à 17h. Et la course sera également à 16h le dimanche, sur Canal+, également comme les qualifs. Alors, la pluie. Ah, la pluie peut-être le samedi. Dimanche, c'est un peu nuageux. Mais bon, a priori, pas de pluie le dimanche. Est-ce qu'on va avoir de la pluie pour les qualifs, du coup? Comme au Canada? Ça serait incroyable. Alors moi, perso, je préférerais de la pluie pour la course. Quitte à choisir, mais bon. Bref, c'est pas sûr, hein. Vraiment... Il y a des risques d'averse, mais bon, c'est pas garanti à 100%, on va dire. Hein. Ah, l'après-midi, le dimanche, il prévoit pour l'instant des orages. Des risques d'orage, on va dire. Risque de pluie 40%, bon. Ouais. À vérifier dans les prochains jours. La météo là-bas, ça change très vite. Hein. Donc, bon. Pas se réjouir trop vite. Mais bon, il y a quelques petits risques quand même. Voilà pour ça. Et je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire sur mon site de pronostic aussi. Le lien est dans la description. C'est gratuit. Allez, ciao.